Président de la République. Son Excellence, le professeur Alpha Condé, Président de la République. Monsieur le haut représentant du Président de la République. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Présidence de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de presse. Chers confrères de la presse publique, privée et internationale, chers invités. Dans le cadre du contact périodique du Président de la République, Son Excellence le professeur Alpha Condé, avec la presse publique, privée et internationale, le chef de l'État vous rencontre aujourd'hui, après une visite de travail et d'amitié au Rwanda et en Gambie. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, vous avez la parole pour votre intervention. D'abord, je dois m'excuser parce que j'avais promis qu'on ferait des conférences régulières, peut-être une fois tous les trimestres. Bon, vous savez, avec tous les problèmes de l'Ebola et autres choses, etc., on n'a pas pu. Mais on va essayer de respecter cela. Donc, je pense qu'il y a longtemps, on ne s'est pas vu et il s'est passé beaucoup de choses. La première, c'est le COP 21 qui a eu lieu à Paris. Et on avait une série de préoccupations. Donc, pour que nos préoccupations soient prises en compte, j'ai pris l'initiative de préparer une lettre qu'on a adressée à Hollande. Et lorsque nous étions à Johannesburg, j'ai fait signer la lettre par tous les chefs d'État. Dans cette lettre, nous disions que l'Afrique a besoin d'énergie. C'est bien de parler d'emploi jeune, d'autonomisation, etc. Mais tout ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas d'énergie. Nous disons que s'il y a l'énergie, l'Afrique pourra réellement se développer. Le deuxième point, c'était le lac Tchad, et le troisième, le fleuve Niger, et enfin le climat. Nous avons signé, nous avons envoyé, chaque chef d'État a envoyé à son ministre, et nous avons dit que si les 4 points-là ne sont pas compris dans les conclusions, tous les États africains vont refuser de signer. Et tous les ministres ont été informés, et heureusement pour nous donc, les 4 points ont été mis dedans, ce qui nous a permis de signer. Donc ça a montré un peu que si nous nous donnons la main et que nous parlons d'une même voix au niveau de l'Afrique, on peut nous entendre. La deuxième bataille, c'est que l'argent a été promis, mais nous avons l'habitude des promesses, l'argent qu'on promet qui ne vient jamais. Ils ont promis 10 milliards, quand même 100 milliards. Donc la bataille que nous avons commencé à mener, c'était de dire à l'Union européenne, bon, avant le COP 22 au Maroc en novembre, il faudrait que vous dégagez les 3 milliards là. Donc quand la ministre française, Mme Ségolène Royal, qui a remplacé Fabius comme présidente, quand elle est venue, on lui a dit, comme il y a des projets qui sont déjà prêts d'énergie renouvelable, il serait bien que ces 3 milliards soient affectés directement à ces projets. Le président du Sénégal, Macky Sall et moi, on s'est concertés. Et nous avons dit que dans le cadre de l'OMVG, par exemple, non, l'OMVS, pardon, nous nous sommes intéressés au financement du barrage de Koukountamba, parce que là, les études sont finies, on a lancé l'appel d'offres. Donc c'est un projet qui peut démarrer tout de suite. Et de voir aussi au niveau des autres régions, quels sont les projets prêts à démarrer. Donc on devait avoir une rencontre à New York avec le président Hollande, moi et le président Juncker. Malheureusement, le président Juncker n'a pas pu venir. Mais on a eu quand même la rencontre et on a demandé à l'Union européenne de dire clairement qu'ils ont cet argent disponible et qu'ils le mettent à notre disposition. Donc pour le moment, nous en sommes là. L'autre problème, c'est comment ces fonds qui vont venir vont être gérés. C'est-à-dire qui va gérer et où. Ça, il y a une discussion qui est engagée. Le président Labad vient demain, donc on aura aussi à échanger. Il s'agit de savoir est-ce que l'argent, on crée une agence spéciale où on met l'argent à la BAD, mais comme ce n'est pas l'argent de la BAD, comment ça va être géré, etc. Donc il y a une concertation entre chefs d'État pour voir comment d'abord se battre pour avoir cet argent et ensuite comment ça va être géré. Ça c'est le premier point important. Et en janvier, donc lors du sommet, il y avait l'Égypte qui avait été désignée,
à Paris. Nous avons estimé qu'il faut séparer le climat de l'énergie. Bon, ce qui ne plaît pas beaucoup à l'Égypte. Bon. Mais donc, l'Union africaine m'a désigné comme président chargé de l'énergie renouvelable. Parce que si on veut réellement que l'Afrique au sud du Sahara ne soit pas désavantagée, il faut que nous nous mobilisions. Donc ça, c'est le premier point. Et nous avons beaucoup insisté. Lorsque j'étais par exemple à Davos, il y avait un climat général de pessimisme en disant la Chine, le taux de croissance baisse, etc. Moi, j'ai dit que j'étais optimiste parce que je dis que si nous avons deux choses, le courant et une nouvelle technologie, l'Afrique va devenir l'usine du monde, mais en même temps aussi un marché, parce qu'en 2050, la population africaine fera 1,5 fois la population de la Chine, mais on aura 3 fois plus de jeunes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai estimé que en dehors de l'énergie, il faut mettre des nouvelles technologies. Donc, il fallait collaborer avec les pays qui sont les plus avancés dans ce secteur, et dans la gouvernance et dans ce secteur. C'est le cas du Rwanda et de l'Éthiopie. C'est pourquoi le président rwandais est venu ici, le président éthiopien est venu. Nous avons signé quand le Rwanda était là, le président on a signé 7 accords, et on a signé encore 5 au Rwanda. Parce qu'on veuille ou pas, le Rwanda est un pays bien géré et qui est très avancé dans le domaine des nouvelles technologies. L'Éthiopie aussi, dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres secteurs. J'ai envoyé le haut représentant en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est très avancée dans le domaine de l'agriculture d'exportation, c'est-à-dire café, cacao, anacardier, caoutchouc, mais aussi dans la pisciculture. Donc, parce que si nous voulons collaborer avec l'Éthiopie et le Rwanda, on ne peut pas non plus sauter la Côte d'Ivoire qui a une très bonne expérience au niveau de l'agriculture. Donc, le haut représentant est revenu, sa mission a été un succès puisque les ministres vont venir et des cadres aussi vont venir qui ont l'expérience là-bas pour venir travailler avec nos cadres. Nous avons donc décidé de relancer sérieusement les produits d'exportation. C'est ainsi que nous allons mettre la semaine prochaine 500 tonnes de graines d'anacardier pour faire 200 000 hectares dans 17 préfectures. Actuellement, nous ne faisons que 45 000 hectares, alors que nous pouvons faire beaucoup. Donc, nous allons acheter les grains, les conditionner et mettre à la disposition des paysans. Et ensuite, l'encadrement. Et l'année prochaine, on fera encore 200 000 tonnes. Nous avons pris des décisions. Le prix qu'on paye à l'anacardier en Côte d'Ivoire, parce que ça allait en Côte d'Ivoire, notre pays ici, et désormais, personne ne pourra exporter l'anacardier en dehors du port de Conakry. Et tout ce qui est port doit ramener des devises. Ils achètent en francs guinéens, donc s'ils exportent, ils doivent ramener des devises et on les rembourse en francs guinéens. Nous allons aussi organiser ce qui concerne le café cacao. N'importe qui ne pourra plus acheter, il faut être agréé. Et si vous êtes agréé, vous devez exporter par le Sénégal, ne produit pas de café, ils exportent le café, d'où ça vient. Donc désormais, le café et le cacao seront exportés par le port de Conakry. Tout camion qu'on saisira de café, de cacao ou d'anacardier, non seulement on vendra le produit aux enchères, mais on vendra le camion aussi. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Nous allons faire la journée des orpailleurs à Cancan pour organiser les orpailleurs parce qu'il y a beaucoup de bruit. Parce qu'après les déboulats, nous avons expulsé tous les clandestins. Et on a expulsé des gens qui n'étaient pas des clandestins, qui avaient des bulldozers, etc. Mais ça, ce n'est plus une exploitation artisanale. C'est une exploitation semi-industrielle ou industrielle. Maintenant, nous allons organiser aussi les orpailleurs. On n'interdit à personne d'être orpailleur, mais il faut qu'ils aient un cadre professionnel désormais. Donc nous allons faire la journée, comme on avait fait la journée des paysans, nous allons faire la journée des orpailleurs à Cancan. Ensuite, nous allons faire aussi la journée des éleveurs, parce que nous allons construire une usine d'alimentation de bétail. Donc il faut amener les éleveurs à changer un peu de comportement, pour plusieurs raisons. Pour que nous ayons des bœufs beaucoup plus gros parce qu'ils sont nourris par l'alimentation des bétail, et ensuite pour mettre fin à la divagation qui nous pose beaucoup de problèmes, puisque ça amène des bagarres entre les paysans et les éleveurs, souvent des morts. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 30 morts. Donc il faut donc qu'on fasse une journée avec les éleveurs pour les amener à passer à l'élevage moderne. Donc voilà les points essentiels. Aussi, aujourd'hui, nous sommes déterminés à faire le maximum de barrages, bon, soit directement par l'État comme soit petit, soit par des privés comme certaines sociétés, entreprises turques vont le faire. Ils font les barrages et ils vendent, et nous on garantit l'achat par la société d'électricité,
soit dans le cadre de l'OMVS, comme le barrage de Koukutamba à Tougué, qui va permettre donc de fournir le courant. Donc, non seulement nous voulons le courant domestique, industriel, mais transformer nos matières premières, par exemple la bauxite en une mine, mais aussi être exportateur d'énergie. Le troisième, c'est la bauxite. Nous avons plus de la moitié des aires mondiales de bauxite et nous n'exploitons que 7%. Nous voulons désormais, d'ici maximum 2 ans, dépasser 50 millions de tonnes. Donc voilà les différentes priorités. Bon, on dit aussi quand la case de ton voisin brûle, si tu laisses faire ta case peut brûler. Le Sénégal et la Gambie, on est membre de la CEDEAO et en même temps membre de l'OMVG. Donc tout ce qu'on peut faire pour se donner la main pour avancer, on le fera. Voilà un peu les différents points que j'ai à faire à l'extérieur, sur ce que je tenais à vous informer. Maintenant, je vous écoute pour vos questions. Nous disons merci au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Mohamed Saliou Kamara. Bonjour à tous. Je suis Kamara Mohamed Saliou de la télévision DTV. Monsieur le Président, ma question tourne autour du conflit sénégalo-gambien. Deux pays frères de la sous-région, notamment la Gambie et le Sénégal, voisins, connaissent des relations bilatérales très tendues. À travers un journal sénégalais, nous avons appris que vous avez essayé de réunir les délégations des deux pays pour trouver une issue favorable dans la sortie de crise. Selon le même journal, les autorités sénégalaises n'auraient pas voulu faire un pas vers cette résolution. Où en est-on de cette situation? Je vous remercie. Je ne vais pas faire de commentaires. Notre objectif est qu'il y ait l'harmonie entre le Sénégal et la Gambie. Vous savez, on va arriver bientôt au mois de carême. Si les frontières sont fermées et que ça rend difficile le déplacement des gens et des commerçants, et nous sommes des musulmans. Donc je pense que nous n'allons pas faire de commentaires. Nous faisons confiance aux deux pays et nous sommes sûrs qu'on arrivera à une solution heureuse sur l'ensemble des problèmes et pour le bien de la CEDEAO et de l'OMVG. Merci, Monsieur le Président de la République. Toujours au compte des télévisions privées, Mohamed Valek Touré. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président. Touré Mohamed Valek de la télévision Espace. Selon une étude menée par le Fonds monétaire international, FMI, la Guinée a fourni beaucoup d'efforts en matière de dette extérieure. Le pays est aujourd'hui bien classé avec une dette de moins 44% entre 2010 et 2016. Quelles ont été les stratégies adoptées pour aboutir à ces résultats, sachant que le pays a été frappé par la maladie Ebola? Je vous remercie. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de finir le programme formel avec le Fonds monétaire. Dieu merci, nous avons dépassé la 7e revue. Il ne reste plus qu'une seule revue qui concerne janvier-juin pour qu'on finisse avec le programme formel du Fonds. Donc notre premier objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes les conditions soient remplies d'ici juin pour qu'effectivement nous puissions clôturer au mois d'octobre, puisque c'est janvier-juin, mais c'est en octobre que le Fonds monétaire viendra pour vérifier et passer en conseil d'administration. Vous savez très bien que quand on est dans cette situation de programme formel lié au PPTE, l'État ne peut faire que des prêts, ne peut obtenir que des prêts concessionnels, c'est-à-dire plus de 30 ans, 1,5%. Je vous veux donner un cas. La BID, qui n'est pas une banque privée, mais une banque des pays musulmans, nous prête 240 millions pour faire la route Koursa-Dabola, sur 30 ans avec 2%. Mais il faut qu'on demande l'autorisation du Fonds monétaire pour qu'il nous fasse une dérogation. Alors c'est imaginable, 30 ans à 2%, on demande une dérogation. Bon, ça veut dire que, et en plus nous ne pouvons pas avoir de prêts commerciaux. Aujourd'hui, la Chine a mis 100 milliards au niveau des pays africains, donc 10 milliards pour des prêts commerciaux. Mais nous ne pouvons pas avoir accès. Donc il est fondamental qu'on finisse le programme. Nous aurons un autre programme avec le Fonds, parce que nous travaillons toujours avec le Fonds. Parce que j'ai dit que quand vous voulez griller le feu rouge, quand la police vous arrête,
Donc on a toujours besoin de collaborer avec le fonds, mais ça sera dans d'autres conditions. Ça, c'est notre priorité. Donc, il s'agit de savoir maintenant qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. D'abord, notre classement n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le PIB de la Guinée est différent de ce qu'on dit. Mais comme nous-mêmes, il y a beaucoup de changements, nous ne donnons pas. C'est l'organisation internationale qui donne, mais ils donnent parfois des statistiques qui datent de 2011 ou 2010 ou même de 2009. Donc ça ne répond pas à la réalité. Donc maintenant, nous allons évidemment travailler avec nos cadres, avec la BAD et la Banque mondiale pour justement revoir cette situation, pour voir que, parce qu'il faut que nous ayons une capacité de soutenabilité des dettes, parce que nous avons besoin de beaucoup d'investissements. Mais nous pensons que l'État doit mettre au niveau des entreprises privées un cadre favorable et pour que nous puissions avancer. Parce que vous voyez, par exemple, d'ici mois de juin, on va avoir le MEDEF, les hommes d'affaires français qui vont venir, on va avoir les Pays-Bas qui vont venir, ensuite l'Angleterre, et nous pensons l'Allemagne après. Donc au moment où les investisseurs reviennent massivement vers la Guinée, il faut qu'on crée les conditions pour leur permettre d'investir dans des conditions sécurisées. C'est pourquoi nous allons aussi déposer une loi pour la réforme foncière, parce qu'aujourd'hui il y a la pagaille sur le plan foncier, or ça ne rassure pas les gens. Mais le plus important pour nous, c'est de développer l'énergie pour pouvoir transformer nos matières premières sur place, avoir beaucoup d'usines. Donc j'ai fait le tour des hommes d'affaires et nous avons sélectionné ce que nous appelons maintenant les champions, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec l'organisation du patronat ou de la chambre de commerce. Il y a quelques entrepreneurs qui ont la capacité financière et technique d'être des partenaires avec d'autres entreprises à l'étranger. C'est ce que nous appelons des champions, soit dans le secteur de l'agriculture, ou bien des BTP, ou bien des routes, ou bien, etc. Donc, nous avons fait le tour et nous avons sélectionné, je crois, une vingtaine de champions. Nous allons avoir la réunion la semaine prochaine. Et maintenant, chaque fois que je voyage, bien sûr, le partenaire désignera des gens qui vont m'accompagner, mais eux, ils iront avec moi, comme nous l'avons fait en Turquie et dans d'autres pays. Le prochain, c'est avec l'Arabie Saoudite, pour qu'ils puissent, avec des partenaires, développer l'industrie ici. Parce que si nous voulons trouver l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes, il faut nécessairement développer le secteur industriel. Mais la grande priorité, c'est l'agriculture. Parce que la majorité des populations sont à la campagne, et c'est l'agriculture qui peut diminuer la pauvreté et permettre l'accès à un bien-être à une plus grande partie de la population. C'est pourquoi, en dehors des avantages que nous donnons aux paysans pour augmenter les cultures vivrières afin qu'elles soient autosuffisantes, par exemple, nous allons commencer l'aménagement pour qu'on puisse pour cultiver 2 ou 3 fois par an au lieu d'une fois, augmenter la rentabilité des paysans de 1 tonne à 4 tonnes. Bon. Ensuite, maintenant, développer les produits d'exportation comme le noix de cajou, le café, le cacao, le caoutchouc. Mais en même temps, dans la collaboration avec la Côte d'Ivoire, nous avons demandé aussi qu'ils nous accompagnent pour les alevins, parce que la Côte d'Ivoire est très avancée au nord pour l'élevage sur de la pisciculture. Ce qui va permettre non seulement aux paysans d'être autosuffisants et de mettre les céréales à la disposition de la population, mais d'avoir une plus-value grâce à ces produits d'exportation. Maintenant aussi, l'effort est de continuer l'action pour la baisse de l'inflation, qui est aujourd'hui à 7,5%. Surtout, vous savez, on nous dit que notre monnaie est très forte, mais c'est une aberration. Si notre monnaie est très forte, on nous a obligé, le Fonds monétaire nous a obligé dernièrement à la Banque centrale de ne pas acheter d'or ni de devises en disant que le dollar monte partout sauf en Guinée. Mais ce que j'oublie, quand le dollar monte, tous les prix vont monter. Le dollar était à 7,500, il est à 9,000 aujourd'hui. Donc normalement, le prix du riz devrait monter. Mais il a fallu qu'on donne des avantages aux gens qui importent le riz pour que le prix du riz ne monte pas. Parce qu'après l'Ebola, si aussi le riz, le sucre doit monter, où la population va aller. Donc l'autre politique, c'est maintenant notre monnaie. Dans notre monnaie plus stable et plus forte. Et tout ça ne peut être permis qu'après la fin du programme actuel. Donc, ensuite, la gestion. Il s'agit de lutter contre la corruption. Et la corruption est très importante. Nous venons d'arrêter des gens à Forcaria qui coupent le bois alors que c'est interdit. Donc, il n'y aura plus d'impunité. Tous ceux qui sont concernés seront sévèrement punis. Et donc, la priorité, c'est l'agriculture, l'énergie, mais aussi les mines d'exploitation de la bauxite. Voilà, en gros, ce qui va nous permettre d'améliorer notre économie et
de renforcer les investissements privés. Mais il faut donner confiance aux investisseurs. C'est pourquoi en plus du gouvernement, j'ai pris beaucoup de gens qui ont l'expérience à la présidence pour qu'ensemble, chacun de nous y mette le sien sans avoir ses connaissances pour aider le gouvernement. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions à la place du gouvernement, mais ils nous servent à réfléchir et à aider le gouvernement. C'est pourquoi j'ai pris aussi Jacques Diouf pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et la pêche, nous perdons beaucoup d'argent dans la pêche. Dieu merci, nous sortons maintenant de la liste rouge sur laquelle nous étions avec l'Union européenne. Donc maintenant, il s'agit d'aller plus loin, c'est-à-dire d'organiser l'aspect sanitaire et tout, pour que nous puissions exporter maintenant le poisson sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, les poissons guinéens, les meilleurs, sont exportés sur l'Europe dans des contingents d'autres pays. Donc, et j'ai pris aussi Paulo Gomez à la présidence. Paulo Gomez, il est de Guinée-Bissau. C'est quelqu'un qui a fait Harvard et qui était à la Banque mondiale pour nous accompagner. Et là, les ministres étaient la semaine dernière à Harvard, à Boston. Le ministre des Finances, le ministre du Plan et Coopération, le ministre du Budget, le ministre des Télécommunications, Kader Barry, le conseiller du Premier ministre, etc., pour travailler avec Carlos. Pas Carlos Gomez, mais un Argentin, et des cours d'une semaine à Harvard pour mieux maîtriser les questions financières, les questions de mobilisation des recettes intérieures et extérieures. Voilà un peu ce que nous allons faire pour améliorer les conditions. Merci, Monsieur le Président de la République. Odia Fanta Camara, au compte des radios privées. Voilà, bonjour, je suis Odia Fanta Camara, journaliste reporter à la radio Espace. Monsieur le Président, on constate en ce moment une lenteur du système judiciaire dans certains dossiers, notamment celui de l'assassinat de notre confrère Mohamed Koula Diallo au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Depuis, 20 gardes de corps de Seloudal ont été arrêtés et transférés à la maison centrale. Un d'entre eux vient de mourir et 3 autres sont dans un état critique. En tant qu'homme de droit, que pensez-vous de cette situation? Merci. D'abord, la justice nous a fait beaucoup d'efforts. Lorsque je me plaignais de la justice, il y a des tribunaux qui me disaient, mais Monsieur le Président, comment voulez-vous que vos juges ne soient pas corrompus quand ils ne touchent même pas 100 €? Bon, nous avons, avec l'accord des syndicats, nous avons multiplié les salaires des juges, je ne sais pas par combien, des magistrats, mais en contrepartie, nous avons créé le syndicat de la magistrature. Parce que jusqu'à présent, il y avait une impunité. Le président peut seulement suspendre un juge, pour quelqu'un, alors que le conseil supérieur de la magistrature peut aller jusqu'à rayer les gens de la fonction publique. Évidemment, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises contre les juges, mais j'avais un différend avec le ministre de la Justice, et lorsque Mme Bangoura des Nations Unies était venue dernièrement, j'ai dit, bon, il faut que vous aussi vous discutez avec le ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice, il ne veut pas qu'on publie les sanctions prises contre les juges. Soit disant le principe des juges, j'ai dit, mais si on ne publie pas les sanctions, comment voulez-vous que la population sache que les juges sont punis et que désormais ils peuvent se plaindre et porter plainte que les juges peuvent être punis? Bon, on a eu beaucoup de discussions, mais finalement je crois qu'il est arrivé à la raison, puisque maintenant je crois qu'ils ont publié à mon absence, je crois, la liste des juges sanctionnés, soit rétrogradés, soit... Donc ça c'est une première chose. Parce que notre justice, vous savez très bien, bon, dans quel état elle était, dans quel état elle est, parce que les juges font n'importe quoi. Bon. Mais c'est évident qu'on ne peut pas accepter que les citoyens violent la loi. Parce que si on doit respecter les droits des uns, ils doivent respecter les droits des autres. Moi, j'étais opposant, vous êtes tous la journaliste, j'étais opposant pendant combien d'années? Jamais je n'ai cassé un véhicule, jamais je n'ai jeté des pierres, pourtant on manifestait tout le temps. Ousmane Ba est là, dans la CODEM. Mais le droit de manifester, c'est un droit, mais le droit de sauvegarder la vie des citoyens et leurs biens est un autre droit aussi. Donc, on ne peut pas accepter que sous prétexte de manifester, qu'on casse des véhicules comme ça. Et j'ai été gentil, parce qu'ils ont fait la loi anti-casseur contre moi. J'aurais pu appliquer, la loi est là. Ça veut dire que quand tu organises une manifestation, tu es responsable de tout ce qui est cassé, tu dois rembourser. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs appliquer cette loi. Donc, quelqu'un peut mourir. Moi, je suis assis là, je peux mourir. D'abord, les gens qu'on a arrêtés, il y en a qui étaient malades. Les enfants n'ont pas dit. Mais il est mort à l'hôpital. Donc, mais est-ce que il n'y a pas de malades parmi vous?
Alors, c'est pas parce que quelqu'un a déjà arrêté qu'il est malade que ça devient un problème. D'abord, j'ai commencé une campagne, et il faut que les journalistes m'accompagnent. On mange mal. L'huile rouge, palme, on met un produit dedans pour rendre plus rouge. Et vous voyez aujourd'hui le nombre de diabète, le nombre d'AVC. Bon, je prends le cas Korka en pleine réunion, le général, paf, AVC. Le général, il fait le sport, AVC. Il y en a combien? Parce qu'on mange mal. Et lorsque le roi du Maroc nous a envoyé l'hôpital militaire, nous m'ont dit, président, il faut que vous amenez vos populations à changer de nourriture parce qu'il y a trop de diabète et trop d'AVC. Bon, donc, ça veut dire que vous avez aujourd'hui beaucoup de malades. On mange gras. Si Ben Daouda n'a pas son tola ou son bontuet, etc., bon, il n'est pas content en oubliant, que cela est en train de maladie. Donc, il faut que vous m'aidiez dans cette campagne-là. D'abord, j'ai été très ferme avec le ministre de l'Environnement. On va partout, on fait l'huile de palme, nous allons vérifier et interdire partout en mettant des produits. Ensuite, on importe arômes magie, cubes magie, de partout, sans contrôle. Donc, il faut réellement qu'il y ait maintenant ce contrôle. Aussi, les entreprises, par exemple, Ciment de Guinée, on a fermé. Pourquoi? Parce que Ciment de Guinée, qui est la première usine de ciment, ne respecte pas les conditions d'environnement, ils vont empoisonner la population. Donc, on a fermé. Il faut que désormais, les gens chassent, qu'on ne peut plus accepter qu'on empoisonne des populations. Mais, vous savez, ce n'est pas en 5 ans qu'on va changer la mentalité des policiers ou des juges. Les policiers, pendant 30 ans, ont été habitués à taper les gens. Vous voulez qu'en peu de temps, moi, je change ces habitudes-là comme ça? C'est facile de changer des choses matérielles. Mais la mentalité des gens, dernièrement, quand la ministre américaine m'a dit, oui, bon, j'ai dit, mais vous, Obama est le président aujourd'hui le plus menacé au monde, parce qu'il y a des Blancs qui regrettent d'avoir voté pour lui parce qu'il est noir. Donc, vous, depuis Lincoln, en 2 siècles, vous n'avez pas encore réussi à changer la mentalité des Américains en 2 siècles. Et vous voulez que moi, en 3 ans, je change la mentalité des policiers et des juges? Non, il faut qu'on soit sérieux. Nous nous battons, nous faisons tout pour changer, mais ce n'est pas facile. D'abord, la prison là ne vaut rien. On est en train de construire une nouvelle prison à Dibrekavo et la prison comme elle est. Ensuite, bon, moi, j'étais en prison. Je sais ce que c'est. Tant que j'étais enfermé, je ne savais pas. Mais quand je suis sorti, au moment du procès, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient infirmes. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit non, il n'était pas infirme. Parce que les avocats me disaient de marcher tout le temps, parce que j'étais enfermé, de marcher. Je ne savais pas pourquoi. Mais c'est quand je suis sorti que je suis, parce que quelqu'un qu'on met dans le cachot pendant plusieurs jours, il perd l'usage de ses jambes. Mais mieux, il suffit seulement quelqu'un qui n'est pas encore condamné. S'il dit, tu payes, on le libère. Donc moi, j'ai fait libérer beaucoup de gens. Tu donnes l'argent aux gardiens, on libère les gens. Donc voilà ce que notre justice, voilà ce que notre prison. Et vous voulez qu'en 3 ans, 4 ans, un baguette, moi change tout ça? Nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à sanctionner les juges. Et tous les fonctionnaires, on a arrêté comme les gens aux affaires étrangères. On va le faire dans tous les ministères. Mais ce n'est pas que la justice. Donc progressivement, nous allons amener les juges à changer. Mais ce n'est pas très facile, parce que c'est 50 ans ou 40 ans de mauvaises habitudes. Merci, Monsieur le Président de la République. Toujours au compte des radios privées, Abdoulaye Siré Diallo. Bonjour, c'est Abdoulaye Siré Diallo de la radio Horizon FM. Monsieur le Président, récemment, votre Premier ministre a affirmé que son gouvernement n'a pas pris d'engagement pour la baisse du prix du carburant à la date du 19 mai 2016, ce qui a suscité une vive réaction des syndicats. Que pouvez-vous faire pour éviter à la Guinée une nouvelle grève? D'abord, je pense qu'il faut savoir à qui le ministre s'adresse quand il a dit que c'est une revendication démagogique. Nous, on n'a aucun problème avec les syndicats. Nous avons signé une plateforme avec les syndicats que nous respectons. Et on a signé une plateforme avec les syndicats et le gouvernement va respecter cette plateforme. Bon. Les crédits de fonctionnement de 2 caisses ont été débloqués, INAMO et CNPSA. C'était un des engagements. Deuxièmement, on a ordonné la levée de tous les barrages non conventionnels et les mesures contre les raquettes. Ça continue. J'ai prévenu le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major. Les bureaux rouges n'ont rien à faire dans les barrages. Les militaires n'ont rien à faire dans les barrages. C'est les gendarmes et les policiers. Mais il y a des barrages qui doivent être maintenus parce que c'est pour la sécurité même caca.
Mais j'ai prévenu, tout gendarme qui sera pris en train de racketter sera rayé des rangs de la gendarmerie ou de la police. Et tout béret rouge qui sera pris sera rayé. D'abord, il y a beaucoup de bérets rouges qui n'appartiennent pas à la garde présidentielle. Donc, on va prendre des mesures strictes pour que l'engagement qu'on a pris avec les syndicats de mettre fin au barrage non conventionnel, pour que ça soit effectivement appliqué. Ça, c'est un autre engagement. Et on a dit que la question du carburant sera discutée au sein de la commission de dialogue avec les ministres concernés, conformément à ce qui a été mentionné dans le protocole. Les syndicats nous ont fait prendre un engagement. Dans le protocole, il est dit, les parties conviennent de maintenir le prix du litre de carburant à son niveau actuel. Par ailleurs, elles conviennent que si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe en Guinée continuera à être maintenu au prix de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Et ensuite, nous avons été d'accord avec les syndicats que nous devons respecter les conditions du Fonds monétaire jusqu'à la 8e revue. Quand on a fini la 8e revue et qu'on a, à ce moment-là, on s'assoira pour regarder. Par contre, donc on n'a aucun problème avec les syndicats. On coopère très bien. La preuve, je vais annoncer la mise en place de la commission qui va être chargée de la réforme de l'éducation. Parce que nous avons mis un comité. Et les syndicats jouent un rôle central. Les syndicats, la société civile, et les parents d'élèves et les partis politiques qui veulent participer. Et nous allons faire l'audit de l'enseignement, de l'éducation, de l'école primaire à l'université, et faire une réforme fondamentale pour que notre système de l'enseignement soit vraiment conforme aux besoins de la Guinée. Quand le Premier ministre a parlé, il a parlé des démagogues, des hommes politiques qui ont été incapables d'avoir le programme et qui disent on va faire ville morte pour la baisse du carburant. Les syndicats, c'est leur droit de revendiquer, même s'ils engagent, c'est leur droit. Vous vous rappelez, lorsque Dadis a dit qu'il interdisait le droit de grève ici, j'étais le seul qui me suis levé pour dire que vous ne pouvez pas interdire le droit de grève. C'était un acquis des travailleurs. Donc le Premier ministre, en aucun cas, ne s'adresse aux syndicats. Par contre, nous n'avons pas accepté que des démagogues qui ont été incapables de gérer le pays se mettent à dire ville morte pour la baisse de carburant. Donc nous respecterons le protocole d'accord que nous avons fait avec les syndicats. Les syndicats savent ce qu'il y a dedans, nous on sait ce qu'il y a dedans. Maintenant, les gens peuvent spéculer comme ils veulent. Voilà. Nous nous sommes engagés que même si le prix du carburant monte, on ne dépassera pas 8 000. Mais on s'est engagé aussi qu'on discutera. Il n'y a pas une date coupérée. On discute avec les syndicats en fonction du programme du Fonds monétaire, de la fin du 8e revue. Et on se prend parfaitement. Mais comme en Guinée, on aime déformer, bon, moi, je n'ai pas de problème avec les syndicats. Et nous sommes dans l'harmonie. Bien sûr, on a eu quelques différends à un moment donné, mais ces différences sont les syndicats. Je félicite les syndicats. Ils ont été patriotes. Ils ont été responsables en faisant en sorte qu'on travaille ensemble pour sortir du programme formel. Et deuxièmement, ils ont été patriotes. Parce qu'ils savent que si on n'arrive pas à finir la 8e revue, on va retomber dans une situation catastrophique. Nous, on n'a aucun problème avec les syndicats. La preuve, je vais les recevoir dans la semaine. Nous disons merci à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Au compte de la presse en ligne, Ibrahima Sori Diallo. Bonjour, je me nomme Ibrahima Sori Diallo, je suis journaliste reporter au site d'information guinématin.com. Monsieur le Président, le nom de votre fils, Mohamed Alpha Condé, est cité dans cette affaire de sable mining, selon le rapport de l'ONG Global Witness. Votre réaction? Bon, vous savez, quand j'ai été élu comme président, j'ai pris 3 décisions. 3 décisions importantes. La première, c'est de publier tous les contrats miniers sur Internet. La Guinée est le seul pays au monde qui a publié tous les contrats miniers. N'importe qui peut aller sur Internet, tous les contrats signés sont dessus. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est de faire un nouveau code minier. Vous devez vous rappeler, les gens défilaient ici, les compagnies défilaient ici, président 1 milliard, 2 milliards, tel comme ça. J'ai dit à tout le monde, non. Moi, je ne fais pas de troc. Bon, tout le monde a critiqué le Congo qui ça pour ça. J'ai dit, vous voulez investir vous voulez dans la Guinée, vous prêtez. Vous voulez une mine, vous attendez qu'il y ait le nouveau code minier. Et troisièmement, j'ai décidé de faire la revue de tous les permis. Et nous avons récupéré 800 permis. Nous avons retiré 800 permis. 800. Pourquoi? Il y a des gens qui prennent des permis pour Tougué. 10 ans après, ça même pas se trouve Tougué. Pendant ce temps, ils monnaient ça en bourse, etc. Voilà. Et quand je suis venu, il y avait déjà Eronimba au Monimba et la société Sable Manning là. Ils avaient déjà.
Donc, comme maintenant le dossier à la justice, demandez au ministre de saisir son collègue de la justice et de demander à chose, Mine, je ne sais pas comment ça s'appelle cette ONG-là, de venir. On va discuter avec eux, ils vont nous dire où sont leurs preuves là. Nous avons invité, on a ouvert. Donc, comme le dossier maintenant à la justice, je ne vais pas beaucoup commander, mais ça me fait rire. Il faut être un imbécile pour baisser l'argent sur un compte. Bon, franchement, ça n'a pas... Mais, vous savez, moi, je ne suis pas omnibulé par les ONG. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Votre fameux patron de Médecins sans frontières, il est quoi aujourd'hui? Il n'est pas maire Front National? Et celui qui nous donnait les leçons, c'est la presse? Comment voulez-vous? Bon, les gens sont libres de ce qu'ils veulent. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je ne peux pas permettre qu'on écrive n'importe quoi. Nous avons engagé une action en justice. On va leur demander d'apporter leurs preuves, de nous aider à avoir les preuves, justement. Et nous avons pris toutes les dispositions. Par contre, Simandou, qui est la mineure le plus riche au monde, qu'on peut employer pendant 100 ans, nous avons mené la bataille, on a récupéré Simandou 1 et 2. Pourquoi il ne parle pas de ça? Mais la mine, là, ça ne fait même pas 500 000 tonnes à Nimba. Pourquoi? Parce qu'il y a des minéraux très riches à Nimba, mais il y a des nains qu'on ne peut pas exploiter à cause du classement par l'UNESCO, parce qu'il y a des grenouilles là-bas et des changes. Donc, une bonne partie du minerai de fer qui est à l'Ola ne peut pas être exploité, parce qu'on va atteindre à ces animaux-là qu'il faut protéger. Par contre, là où on peut exploiter beaucoup, c'est Simandou. Mais pourquoi? Tout le monde a vu la bataille qu'on a menée contre Samex pour récupérer cette mine. Mais pourquoi ils ne parlent pas de ça? Donc vraiment, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, vraiment, ce n'est pas mon problème. Et puis moi, je ne suis pas inquiet par les jeunes. Je ne sais pas qu'ils veulent la Guinée. Ils ont qu'à d'abord balayer devant leur propre porte. Pourquoi ils ne parlent pas? Et puis il y a une bagarre avec l'Angleterre, parce que Cameron dit qu'il faut combattre. Il veut lui dire, mais toi tu dis ça, mais s'il n'y a pas de soldats anglais qui font ça. Donc vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais, puisqu'ils ont fait des accusations, alors on demande à la justice de leur collaboration pour établir toutes les vérités sur ce qui s'est passé sur l'octroi de ces permis. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la République. Toujours au compte de la presse en ligne, Aboubakar Sako. Merci, Monsieur le Président. À chacun de vos prédécesseurs à la tête de la Guinée, vos compatriotes retiennent une œuvre gigantesque. Vous êtes au début de votre second quinquennat à la tête de la Guinée. Quelle image souhaiteriez-vous laisser au sein de la population guinéenne? Je vous remercie. Pour le moment, c'est trop tôt de parler de cela. Essayons d'abord, nous avons un programme, essayons d'abord de mettre ce programme en exécution. Après, les Guinéens jugeront. Merci, Monsieur le Président de la République. Mohamed Diabaté, au compte de la presse écrite. Du journal Les Nouvelles du Pays. Selon nos constats, le mal qui mine aujourd'hui notre pays vient du fait que le service d'inspection qui doit veiller sur le bon fonctionnement de notre administration est malade. Nos départements ne prévoient rien pour le fonctionnement des services d'inspection et aucun partenaire n'accepte de financer ce service d'appui, ce qui fait de lui un parent pauvre. Comment comptez-vous redresser notre administration si les services d'inspection ne fonctionnent pas? Je vous remercie. D'abord, je suis surpris que vous dites qu'aucun partenaire. Je ne sais pas où vous prenez vos informations. Mais j'ai dit qu'un État qui n'est pas capable de financer son fonctionnement n'est pas un État. Pourquoi voulez-vous que je demande aux gens de financer l'inspection? Pourquoi? Mais enfin, ce que Kagame disait avant-hier, vous ne pouvez pas vouloir l'indépendance et tendre la main aux gens. Même si pour faire fonctionner votre administration, les gens doivent payer pour vous, mais ça n'a pas de sens. Que les gens nous accompagnent pour les investissements, pour les hôpitaux, etc. Mais pourquoi voulez-vous que je demande l'argent à quelqu'un, à un bailleur pour qu'il finance l'inspection? À ce moment-là, ce n'est pas la peine qu'on soit indépendant. Bon, donc on n'a jamais demandé à quiconque de financer l'inspection. Par contre, les gens nous accompagnent. Par exemple, nous avons un système record avec l'Union européenne, avec Palo. Vous n'êtes pas informés. C'est lui qui nous accompagne pour la Cour des comptes. Il est là tout le temps. On peut recruter certains par le gouvernement, par le président, mais les autres sont recrutés par concours. Et c'est l'Union européenne qui organise ces concours. Mais lorsque l'Union européenne nous accompagne pour la Cour des comptes, ce n'est pas le contrôle, c'est la Cour des comptes qui a amené à contrôler les comptes de l'État. Alors, d'abord, informez-vous mieux
Je reporte toujours les Guinéens, les journalistes guinéens ne sont pas des journalistes d'investigation, mais de raconter n'importe quoi. Et ils ne s'informent pas. On voit quelque chose sur Internet, ils écrivent. Alors, informez-vous mieux. Deuxièmement, l'inspection commence à faire son travail. Informez-vous mieux. L'extension d'État a envoyé des inspecteurs dans toutes les préfectures. Pourquoi? Pour l'enseignement préuniversitaire et technique. Parce que lors des examens, on nous envoie des chiffres réalistes. C'est-à-dire, là où il y a 200 candidats, ils vous disent qu'il y a 500 ou 1000. Donc, on perd beaucoup d'argent. Donc, cette fois, avant les examens, on a dit de contrôler tout systématiquement pour connaître effectivement il y a combien. Pour qu'on perd énormément d'argent, plus de 100 milliards dans l'éducation. Mais ça peut nous permettre de conduire des universités. Pourquoi nous avons décidé aussi de faire l'état des lieux sur l'enseignement et de réformer complètement? C'est pour qu'on puisse ne plus dépendre des institutions privées, que l'État puisse conseiller des institutions publiques. Aujourd'hui, on est en train de réformer le service de l'inspection. Je suis surpris. Je vais demander au ministre Ali de vous recevoir, puisque c'est lui qui dirige l'inspection d'État. Il va vous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait. Il ne faut pas faire des déclarations en l'air comme ça. Soyez un peu plus sérieux. Informez-vous et faites des enquêtes. Je vous ai toujours reproché de ne pas être des journalistes d'investigation. Quelqu'un doit d'abord faire des enquêtes avant de dire n'importe quoi. Il y a un grand politicien, un philosophe qui a dit qui n'a pas d'enquête n'a pas droit à la parole. Nous ne voulons pas de ces cadres qui viennent sans enquête se mettre à donner des ordres. Vous faites la même chose, vous inventez des choses, mais faites au moins des enquêtes pour savoir, avant de parler de quelque chose, faites des enquêtes. Merci, Monsieur le Président de la République. André Gaston Morel, toujours au compte de la presse écrite. Morel André Gaston, du journal Le Patriarche. D'abord, nous avons suivi avec intérêt votre exposé, Monsieur le Président. Vous venez d'un long voyage, certes. Mais moi, mon problème est de savoir, est-ce que vos rencontres avec quelques présidents hostiles à la démocratie vous inspirent? Je voudrais dire, après les 2 mandatures, comptez-vous quitter le pouvoir? Je vous remercie. Ça, moi, je vois le Rwanda. J'ai été au Rwanda. Avant d'aller, le Rwanda est un pays extrêmement bien géré. Au Rwanda, vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez même pas jeter un morceau de papier dans la rue. C'est un pays qui est très bien géré et qui avance. L'Éthiopie est un pays qui est bien géré, qui avance. Enfin, pourquoi vous ne posez pas la question, quand on parle bien de Singapour, pourquoi vous ne posez pas la question de Singapour? Quand on parle d'Asie du Sud-Est, pourquoi vous ne posez pas la question? Quand on dit Singapour est bien développé, pourquoi vous ne posez pas la question comment il était gouverné politiquement? Nous en avons assez qu'on invective que l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Asie du Sud-Est, dont on vante tant de développement, s'est développé comment? C'était la démocratie. Malaisie, Mahathir, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, pourquoi vous voulez qu'on parle bien de Singapour parce qu'il est bien géré, alors que le monsieur est resté 30 ans, presque 30 ans au pouvoir? Et pourquoi voulez-vous que moi je ne collabore pas avec Kagame? Non, je n'ai aucun complexe. Chaque président est libre, en fonction de son pays, de faire sa politique. Je n'ai pas apporté de jugement. Et dans un pays, ce n'est pas vous qui décidez, c'est le peuple. Personne, je dis, ne me dira ce qu'il faut faire. Seul le peuple guinéen dira. Et je n'ai aucun complexe à collaborer avec Kagame, à collaborer avec le président éthiopien ou à collaborer avec d'autres. J'ai demandé à la société de Singapour, qui a permis de faire le plan de Singapour Transforme de venir faire le plan en Guinée. Donc vraiment, c'est vous qui vous préoccupez de ça. Moi, j'ai un programme, je suis pour 5 ans, j'ai appris d'avoir mon programme pour satisfaire le peuple de Guinée. Donc, je ne rentre pas dans ces débats de savoir si le gars est démocrate ou pas, ça c'est le problème avec son peuple. Mais s'il a une bonne expérience, je tire les leçons de son expérience pour faire avancer mon pays. Donc, je ne rentrerai pas dans ces débats d'imitation de mandat ou pas. Ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des engagements pour le Guinée, je remplis ces engagements. C'est vous qui spéculez sur... il y en a qui s'agitent, mais qui sera vivant en 2020, qui ne sera pas là, qui est bon Dieu. Au compte de la presse publique, Bienna Boubari.
Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a présenté aux députés la politique générale du gouvernement avec des résultats projetés, mais sans annoncer aucun budget. Pensez-vous qu'un chef de département a la possibilité d'exécuter le contenu de sa lettre de mission sans ressources financières? Monsieur le Président, j'ai droit à une seule question, mais si vous permettez, j'ai une préoccupation à soulever. En décembre dernier, vous êtes passé à la RTG Boulbiné, la première chaîne de télé en Guinée. Et la RTG Boulbiné, vous avez dû constater que le bâtiment est ancien, les conditions de travail ne sont pas du tout agréables. À la suite, il y a eu des promesses. Où en sommes-nous? Car je vous rappelle que votre visite a suscité un regain d'espoir chez les travailleurs. Merci. Ça, attends, ça c'est toi. Tu peux. Hey, il ne faut pas être solidaire avec lui, hein. Ça c'est son complot. Il ne faut pas être solidaire avec lui. Hein. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de... Le Premier ministre a présenté son projet de développement. Mais ce n'est pas sur un an. Je vous ai dit, nous avons 2 phases. La phase où nous devons terminer la 8e revue. Pour terminer la 8e revue, nous faisons une gestion extrêmement rigoureuse en limitant, dans la mesure où nos recettes sont faibles. Parce que tout le monde parle du pétrole. Mais nous, on avait notre pétrole qui était Simandou. Et le Simandou devait nous permettre d'avoir ce que les pays ont le pétrole. Quand je suis venu, le fer était à $180. Et on avait déjà le programme de Simandou pour faire le chemin de fer de Simandou au port la Fourcaria et faire le port en eau profonde. Et c'est là qu'il a permis des réserves extrêmement importantes. Mais le fer est tombé à $40. Donc nos recettes ont beaucoup diminué. Et ensuite, au moment où nous allons finir avec le front du promo, tout le monde sait que pendant 3 ans, on a respecté tout, on finissait, le Bola est venu. Ce qui ne nous a pas permis de finir avec le Fonds monétaire. Donc, mais nous avons aujourd'hui notre politique avant la 8e revue et notre politique après la 8e revue. Après la 8e revue, nous allons le voir maintenant, parce que les conditions seront tout à fait différentes. Mais, donc, la politique qu'il a présentée, il ne s'agit pas de dire on va faire des fonds qui sont là en juin, etc. Mais nous voyons ce qu'on a en juin, la preuve. On continue. Investissement, je vous ai dit, nous allons mettre des grains pour faire 200 000 hectares pour les paysans. Nous allons continuer, nous allons avoir une usine qui fait 400 000 tonnes d'engrais. Donc, nous allons continuer à davantage donner d'engrais aux paysans. Je vous fais remarquer qu'on donne l'engrais moitié prix. C'est-à-dire quand nous on achète l'engrais à 10 000 francs, on vend aux paysans à 5 000 francs. Quand on achète des herbicides à 5 000 francs, on les vend à 2 500. Donc, nous allons continuer à appuyer l'agriculture qui est notre priorité. Deuxièmement, on a commencé le barrage de Soapiti. On n'a pas attendu, on a commencé le barrage de Soapiti, on a posé la première. Et si vous allez maintenant, vous verrez que les travaux continuent. Très bientôt, nous allons commencer le barrage de Kobidou. Et aussi le barrage d'Amaria, nous avons signé un accord pour que le barrage d'Amaria soit construit par un privé qui va vendre, etc., comme d'autres barrages, comme pour l'énergie solaire. Bon. Et nous continuons dans le partenariat public-privé. Nous allons faire l'usine d'alimentation des bétails, etc. Donc, il n'a pas présenté. Les ministres ont des feuilles de route. Et les ministres seront jugés tous les 3 mois. 3 à 6 mois. S'ils sont performants, quand ils ne sont pas performants, ils parlent. Le gouvernement n'est pas un gouvernement qui est là pour 4 ans. Le gouvernement est là en fonction des résultats. Parce qu'il a une feuille de mission. Comme les ministres sont là, ils ont une feuille de mission. Mais je vous garantis que les ministres auront le budget qu'il faut. Je sais qu'ils vont pleurer chez vous, etc. Parce que quand vous demandez de l'argent, on dit « Ah, le président sert tout, donc on ne peut pas vous donner de l'argent. » Parce que tout le monde est dans la corruption en Guinée, tout le monde. Tout le monde. Parce que les autres qui prennent partagent. Donc ceux avec qui ils partagent ne sont pas contents. Bon, mais on va continuer à lutter contre la corruption. L'intérêt était totalement négligé. Parce qu'en général, les gouvernements en Afrique ont peur de la capitale, parce que c'est la capitale qui a des mouvements. Quand je suis venu, l'intérêt était totalement négligé. Donc j'ai décidé de faire les fêtes d'indépendance tournantes. On a fait dans les 4 régions. On a négligé un peu Conakry, parce qu'il faut que les gens de Conakry sachent qu'ils ne sont pas plus citoyens que les autres. Si tu es à Kankan, à Yomou ou à Lelouma, tu es aussi citoyen que celui qui est en Guinée. Donc il faut qu'on sache qu'on doit s'occuper des Guinéens partout. Nous avons fait les fêtes tournantes. Maintenant, nous allons nous tourner vers Conakry, parce qu'on n'a pas assez de bureaux, on n'a pas assez d'immeubles, etc. Quand Erdogan est venu, tout le monde a entendu ce qu'il a dit sur Conakry. Donc maintenant, nous allons effectivement commencer à travailler à Conakry. Nous louons pour mettre la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes
Mais l'argent qu'on paye en 3 ans peut construire un bâtiment. Donc nous allons commencer à construire, pas seulement chez vous, nous allons commencer à construire. Déjà, on a posé la première pierre pour le centre directionnel de Koloma pour que tous les ministères soient transférés et que les ambassades puissent construire. Et notre politique aussi, c'est de faire les maisons sociales. Vous voyez, tout le temps, je vais à Kaloum pour essayer de convaincre les populations qu'avec les maisons sociales, il faut que les gens de Kaloum acceptent de déménager pour qu'on casse ces maisons qui sont quand même des bidonvilles. Mais on leur propose, l'État paye ce que vous devez à la société immobilière pour que vous ayez le logement là-bas. Et ensuite, on va construire 4 étages de logement et vous revenez, on vous donne un appartement à Kaloum. Si vous voulez, vous revenez à Kaloum ou on vous louez. Donc, on va maintenant s'occuper, mais il fallait d'abord s'occuper de l'intérieur, parce que vous allez à l'intérieur, c'était démuni. Les 3 quarts des fonctionnaires sont à Conakry. Comment on va les déployer s'il n'y a pas de logement? C'est pourquoi nous avons fait venir aujourd'hui 24 machines hydraformes, c'est-à-dire pour faire le géobéton, 80% de ciment et 20% d'argile. Et nous allons construire partout à l'intérieur du pays des logements pour des fonctionnaires afin qu'on déploie l'essentiel des douaniers sur à Conakry, des policiers sur à Conakry, des policiers sur à Conakry. Et l'intérieur, parfois vous allez, il y a juste 2 policiers. Mais si vous envoyez les gens, il faut les loger. Aussi, donc grâce au géobéton, parce que ça coûte moins cher, nous allons complètement changer l'habitat en Guinée. Moi, quand je m'engage, je fais. Je vous ai dit qu'on va penser à vous. Je ne vous ai pas dit tel mois. J'ai dit qu'on va le faire. Ben Daouda, je n'ai pas dit une date. Alors, ce n'est pas la peine de pousser tes journalistes à poser des questions. Effectivement, on a dit qu'on va, pas seulement chez vous. Il faut qu'on loge la Cour des comptes, qu'on loge la Cour constitutionnelle, qu'on loge le Hague, etc. L'État ne doit plus louer. Vous avez même des commissariats qui sont loués. Donc, il faut que maintenant qu'on construise. Mais il fallait d'abord penser à l'intérieur parce que les paysans étaient négligés, les gens de l'intérieur étaient négligés, parce que c'est en manifestation qu'on marche à Conakry, les gens ont peur d'être renversés par la capitale. Moi, je n'ai pas peur d'être renversé par la capitale. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des investissements à l'intérieur. Mais il faut que Conakry change. Mais vous êtes têtus. Hein? Vous êtes têtus. Quand on dit de ne pas de rendre propre, quelques jours après, vous venez encore vers vos marchandises au bord de la route. Hein? Vous aimez vivre dans la saleté. Hein? Alors que c'est la saleté qui amène les maladies. Il faudrait que chacun fasse son introspection, que chaque Guinéen se regarde dans les miroirs et voit quelle est l'image que le miroir lui renvoie pour qu'il réfléchisse un peu plus. Mais tous les engagements qu'on a pris, on va les faire. On va construire la Conakry et on veut transformer la ville de Conakry. C'est pourquoi nous avons demandé, mais on ne va pas construire de façon anarchique. C'est pourquoi on a demandé à la société qui a fait le plan, qui a changé Singapour, de nous faire un plan. Parce qu'on va changer Conakry en fonction d'un plan précis pour ne pas construire n'importe comment. Et aussi, j'ai dit aux gens à Koloma, vous n'allez pas construire des immeubles 5 étages, 4 étages, non. Tout doit être au même niveau. C'est-à-dire, si un ministère c'est 10 étages, alors tous les ministères sont 10 étages. Si c'est 5 étages, tout sera 5 étages. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas de tours. Il y a 2 tours là-bas de 25 étages. Mais au moins, il faut qu'il y ait une harmonie dans les différents centres concrets. Voilà. Donc, Ben Daouda, on changera ton ministère, ta radio. Merci, Monsieur le Président de la République. Conté Mamadouba, presse publique. C'est Conté Mamadouba, journaliste reporter à l'agence guinéenne de presse. L'intégration régionale et panafricaine a été durant 3 jours l'un des sujets principaux du 26e forum économique mondial sur l'Afrique à Kigali. Pour que cette intégration régionale ou panafricaine soit une réalité, Monsieur le Président, il faut nécessairement des projets régionaux d'interconnexion en matière d'infrastructure. Je veux savoir comment la Guinée compte s'y prendre dans les années qui suivent. Merci. D'abord, je parle du secteur de l'énergie. À partir du mois de juin, l'interconnexion entre nous, la Guinée-Bissau, entre nous et la Gambie, entre nous et le Sénégal, les poteaux vont commencer à être posés parce qu'on a un financement de la BID, de la Banque africaine et de la BAD. Parce que la Guinée doit fournir le courant dans le cadre de l'MVG au Sénégal, à la Gambie et à la Guinée. À la Guinée-Bissau, pardon. Ça, c'est en ce qui concerne l'énergie. Et aussi, Koukountamba, que nous espérons commencer bientôt là aussi, nous allons faire l'interconnexion avec le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, pour principalement le Mali et le Sénégal, parce que l'EMVG, le Mali n'est pas concerné, par contre l'EMVS, le Mali est concerné. Donc, nous aurons aussi donc, la connexion avec le Mali et le Sénégal pour fournir le courant. En ce qui concerne, il y a aussi un plan d'ensemble
qui intègre la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire. Donc l'interconnexion entre nous et la Côte d'Ivoire aussi, tout ça c'est programmé. Je pense que le ministre des Mines, non, le ministre de l'Énergie peut-être va lui demander de faire un exposé pour que vous voyez. Concernant aussi les routes, vous savez qu'il y a un certain nombre de routes qui sont prévues dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine pour permettre l'interconnexion entre les pays. Mais dans le cadre de la CEDEAO, nous nous sommes plaints parce que le Sud est un peu défavorisé, c'est-à-dire le Sénégal, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, on est un peu défavorisé par rapport au Nord, c'est-à-dire le Nigeria et les autres. Donc nous avons demandé qu'il y ait un rééquilibrage, quand même, que les projets, on n'oublie pas que les projets qui nous concernent le pays soient aussi avancés. Le président de la BAD vient demain. Nous avons la route Koya, frontière de Sierra Leone, qui était prévue. Et 2017, ils avaient assez de faire en 2015, c'est pas fait. Non, nous allons tout faire pour que cette route commence en 2016. Nous avons aussi la route Kankan-Odjene, je crois que c'est Kankan-Odjene, non? La route qui passe par Odjana pour aller à Odjene, pour l'interconnexion entre nous et la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc il y a un certain projet d'infrastructures routières et énergétiques pour entre nous et nos pays voisins. Échange d'énergie, mais aussi d'infrastructures pour permettre à nos gens de pouvoir circuler et développer le commerce et l'intégration entre nos pays. Au compte de la presse internationale, Abdul Karim Kamara. Monsieur le Président, tout récemment, vous étiez au Rwanda et vous avez assisté au forum là-bas. Vous avez parlé tout de suite encore de technologie rwandaise. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a longtemps, nous avons parlé de fibre optique ici. Jusqu'à présent, on a assez de peine de se connecter. Fibre optique, ici en Guinée. Bon, il paraît qu'on a là ici, mais on a assez de problèmes de se connecter. Même si vous voulez connecter, vous avez des problèmes. Mais attendez, on a commencé à poser la fibre optique, mais ce n'est pas fini. Oui, on a commencé, attendez, informez-vous quand même. On est en train de poser 4000 km de fibre optique. Mais faudrait-il attendre que la fibre optique, maintenant on est à 150 km, attendez, comment voulez-vous que la fibre optique n'ait pas fini d'être posée et que vous voulez qu'il soit déjà opérationnel? J'en viens, Monsieur le Président, j'en viens. Oui. Donc, attendez, pourquoi je dis ça, Monsieur le Président? Parce que moi, nous voulons la suivante, parce que vous avez appris beaucoup de choses même au Rwanda. Que comptez-vous faire maintenant ici pour améliorer notre système de connexion, notre système de télécommunication ici en Guinée? Nous avons Sotelgui, il y a très longtemps Sotelgui, jusqu'à présent n'est pas fonctionnel. Mais qu'est-ce que comptez-vous faire maintenant pour nous aider au moins à avoir une très bonne connexion ici, interconnexion, Ariba, Orange, sans problème? Je vous remercie, Monsieur le Président. Si vous connaissez ces problèmes, vous devez savoir que pour l'améliorer, il faut la fibre optique. Ça, au moins, c'est le minimum. Le Rwanda a déjà des fibres optiques sur son territoire. Je vous fais remarquer qu'avant qu'ils arrivent au pouvoir, même le câble sous-marin n'avait pas atterri en Guinée. Mais là, vous ne vous êtes pas posé la question. Vous étiez ça, il n'y avait même pas de câble sous-marin. C'est quand je suis arrivé que le câble sous-marin a atterri. Comment voulez-vous améliorer quand il n'y a même pas de câble sous-marin, que le câble sous-marin a atterri? Qu'on a maintenant commencé, quand je suis arrivé, une puce, c'était 1 million. Et il fallait courir pour le trouver. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, il y avait à peine, même pas 20% du territoire qui était couvert. Aujourd'hui, vous avez plus de 90 ou 95% qui est couvert. Ensuite, l'Internet, c'était un rêve. Aujourd'hui, quand même, non. Donc, attendez, au moins, nous allons faire 4000 km de fibre optique avec Huawei. Et ils ont commencé à poser. Nous avons arrêté, parce que nous avons l'expérience de la Côte d'Ivoire, où le travail était mal fait, ils ont tout recommencé. Donc, les 80 premiers mètres qu'ils ont fait, on a arrêté, on les a obligés à recommencer, les 80 premiers kilomètres. Et nous avons exigé qu'ils achètent le câble en Guinée. Parce que le câble qu'ils ont acheté en Inde, Ashok peut faire exactement la même chose. Donc, on a créé un cabinet international qui a fait le contrôle de ce que Ashok produit. Et c'est exactement la chose qu'en Inde. On a dit donc, vous n'achèterez pas les câbles là-bas, mais nous positionnons nos industries. S'il y a une usine de ciment ici, on fait en sorte qu'on n'importe pas le ciment. S'il y a une usine de farine, c'est la même chose à partir du moment où un entrepreneur guinéen peut fournir les câbles, les 4 km de câbles, vous les prendrez en Guinée. Et donc, on a refait, et maintenant, c'est Ashok qui fournit les câbles pour les 4000 km. Mais on ne va pas sur les 4000 km, c'est ce que Huawei fait. Ensuite, le gouvernement lui-même maintenant va faire l'interconnexion entre ces lignes générales et les différents villages. J'ai dit
que je veux que le jeune paysan qui est au fin à Yomu, ou bien à Mandiana, ou bien à Kundara, ou bien, je ne sais pas, à Télimilé, ait les mêmes avantages. Ce qui veut dire qu'il faut que le développement des nouvelles technologies lui permette d'avoir accès à la télévision, à l'Internet, etc. et tout. Mais vous êtes toujours trop pressé. C'est-à-dire ce que vous n'avez pas obtenu pendant 40 ans, et très souvent même vous vous couchez en ne rêvant pas, vous voulez qu'en 5 ans on fasse tout ça. On a commencé la fibre optique, attendez au moins que la fibre optique soit installée pour dire d'améliorer. Mais si on n'a pas fini d'installer la fibre optique, comment on va améliorer? Donc, ayez un peu les pieds sur terre. Moi, je veux bien qu'on pose des questions, mais un peu les pieds sur terre. Le Rwanda fait 26 000 km. C'est-à-dire le 10e du total guinéen. Et ils ont déjà 4 000 km de fibre optique qui est installée. Parce que lui, depuis qu'il est arrivé, il a commencé. Si vous avez fait ça avant moi, si on avait eu le câble sous-marin et qu'on avait commencé, on serait peut-être aujourd'hui à 8 000. Hein? Mais c'est moi qui ai commencé. Alors, je veux bien que vous soyez pressé, mais moi, je ne suis pas un magicien. S'il n'y a pas de fibre optique, on ne peut pas transformer. C'est pourquoi on est en train de faire la fibre optique. Mais ça prend du temps. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que la fibre, il faut la poser. Ce n'est pas en un jour qu'on pose. D'abord, non seulement en Creuse, mais quand on va arriver au Fouta avec les montagnes, etc., bon, on est en train de voir la technologie, justement, pour pouvoir aller très vite. Et pour éviter, justement, le retard, parce que jusqu'à la Basse-Côte, c'est facile de creuser, en haut de Guinée en forêt, mais au Fouta, mais on est en train de voir, justement, quelle technologie utiliser pour qu'on aille très vite au niveau de la forêt. Informez-vous un peu. Vous avez OAV qui est là, vous avez le ministère des télécommunications. Informez-vous un peu, il va vous donner l'état exact. Mais vous n'aimez pas vous informer, vous ne faites pas d'enquête. Mais un journaliste doit être un journaliste d'investigation qui cherche d'abord à connaître avant de poser des questions. Mais vous voulez toujours que ce soit le président qui vous répond, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas aller voir le ministre des télécommunications et lui demander où on en est. Hein? Mais faites votre travail, demandez au ministre de la communication où on en est, demandez au ministre de l'énergie où on en est. Il y a des ministres qui sont des départements. Posez-leur la question. Vous ne pouvez pas attendre la conférence de presse du président pour poser la question. Si ça vous préoccupe, vous lui dites poser la question depuis. Même Parlement, dire aux députés, question orale, au ministre, etc. Faites votre travail. Bon, merci. Alors, maintenant, les ministres vont faire des conférences de presse tous les 2 mois. Merci, Monsieur le Président de la République. Ils vont faire tous les 2 mois des conférences de presse, faire l'état de leur département. Daouda Mohamed Kamara, toujours au compte de la presse internationale. Comme disait la Lagardère, si tu ne vas pas à la Lagardère viendra à toi. Si vous ne venez pas vers les ministres vont venir vers vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis Daouda Mohamed Kamara de RFI Mandenkan. J'aurais bien souhaité que vous répondiez à ma question à Malinké, mais très malheureusement, j'ai d'autres confrères aussi qui sont des autres médias français. Monsieur le Président, pour la construction du barrage de Kaletsa, les sources de financement ont été clairement annoncées et connues. Mais pour le barrage de Swapiti, nous nous demandons comment le financement sera réuni et pouvez-vous nous dire ou nous éclairer par rapport à ces points? Qui finance concrètement ce barrage dont la première pierre a déjà été posée? Il y a le financement sur prêt Exim Bank. À peu près, ça sera 900 millions. Ensuite, il y a Equities, c'est-à-dire les 400-500 millions qui restent. Une partie va être financée par le gouvernement guinéen et une partie par Equities, par des sociétés. Il y a une société américaine, il y a Abu Dhabi, il y a la SFI de la Banque mondiale. Et aussi, nous sommes en train de revoir, c'est-à-dire mon objectif, c'est que l'État produise l'énergie, mais qu'il ne distribue pas. Et que ce soit le privé qui distribue. Parce que l'utilisation avec l'État, ça pose tous les problèmes. Donc, le Swapiti, nous sommes en train de revoir aussi le Kaleta pour voir comment Kaleta peut être géré par tout ceci et une partie remboursée à l'État qui va permettre à l'État de payer sa part dans le QTIS. Donc, c'est transparent. Là aussi, je pense que le ministre de l'Énergie peut venir faire une conférence. Rien n'est caché en Guinée. Tout est transparent. Le paiement de Swapiti. Bon, on vous dit, vous savez, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas très bien le problème d'énergie. On a fait des erreurs. Je n'aurais jamais dû acheter des groupes. Je leur dis, utiliser l'argent à faire le transport et la distribution. Parce que, normalement, dans la distribution, on perd 1 à 2%. En Guinée, on paye jusqu'à 40%. Donc, on a acheté 2 groupes
Mais là aussi, ils m'ont roulé parce que quand on a acheté deux groupes, on devait acheter un groupe, on livre le groupe après. Mais les premiers 50 MW qu'on m'a livré, il n'y avait pas les cellules, etc. Donc, c'est comme si vous me livrez un camion sans roue. Et Abu Dhabi avait décidé de nous payer le deuxième groupe. Ils se sont engagés à mener le deuxième groupe alors que j'étais contre. Et conséquent, on a eu 100 MW qu'on ne pouvait pas mettre sur le réseau. On est en vente, mais ça a coûté 100 millions, 120 millions de dollars. Aujourd'hui, on les a. Et EDG les a laissés dehors avec les intempéries. Enfin, oui, l'irresponsabilité des Guinéens, c'est rester dehors. Comment on peut acheter des groupes neufs et ça on reste dehors? Ce qui fait qu'on a été obligé, avec une autre nouvelle société, de revoir l'enterrement pour changer les pièces qu'il faut changer et les rendre opérationnels. C'est pourquoi aujourd'hui, les 5 MW qui appartiennent à l'État sont prêts. Et aussi, sur le financement BID, nous allons rénover Tombeau 5 et Tombeau 3 aussi va être rénové. Donc, nos propres groupes, en dehors de ce que nous avons acheté, nous allons rénover nos propres groupes. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de louer, c'est-à-dire de demander à des entreprises de nous vendre. Mais l'erreur, ça a été qu'on aurait dû consacrer cet argent, laisser les privés fournir, agriculteurs d'autres fournir le courant et les EDG achètent, et nous on utilise l'argent de l'État à faire les câbles à Conakry n'ont pas été changés depuis 40 ans. Mais vous savez très bien que les câbles sont sur les 40 ans, ils pourrissent. Ensuite, la distribution est très mal faite. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est le dispatching, la distribution du transport. En dehors des barrages, on ne fera plus jamais de centrales thermiques. Mais des barrages, pour les centrales thermiques, il faut acheter de carburant. Vous ne savez pas. Avant, vous avez le courant 2 ou 3 heures. Mais vous avez le courant 24 heures. Vous savez ce que ça fait comme consommation de gasoil? Il faut que les Guinéens changent. Vous laissez la lumière toute la journée. Vous laissez les choses tourner. Parce que vous ne payez pas, mais tout le monde va payer. On va mettre des compteurs prépayés. Ça va vous discipliner. D'avoir des compteurs prépayés, vous allez vous-même contrôler votre consommation. Vous laissez la lumière toute la journée. Vous laissez tourner. Non, il faut maintenant discipliner. Et on ne va pas regarder. Bon, la Côte d'Ivoire, il devait augmenter de 10%. Il y a eu des erreurs, mais ils augmentent quand même de 10%. Vous prenez l'Arabie Saoudite, premier producteur de pétrole du monde, il vient de tripler le prix à consommateur. Le Nigeria vient d'augmenter de 67%. Autant c'est des pays producteurs, nous on n'est pas producteurs. Donc, il n'y a rien qui ne peut pas être expliqué dans le financement de Swapiti. Mais on a tiré les leçons. On a fait le bras de Kaleta seul, ce qui n'est pas non plus, au point de vue économique, n'est pas la meilleure solution. Alors que vous pouvez avoir des partenaires privés. Si vous avez des partenaires privés, au lieu de faire un barrage, vous pouvez faire 3, 4. Donc l'erreur, c'était un peu cette vision un peu trop nationaliste que j'avais. Et avec méfiance à l'égard du privé, c'est qu'un de mes bagarres avec les Syriens. Mais il faut que chacun évolue. Vous aussi, vous reconnaissez que votre histoire d'identité privée, c'est faux. L'État doit intervenir dans l'économie. L'État doit créer des usines, doit participer. Donc, mais ni le privé n'est pas meilleur que l'État, l'État n'est pas meilleur que le privé, on doit travailler ensemble. Donc, chacun de nous a été obligé de faire un pas. Vous n'avez pas eu raison sur moi, je n'ai pas eu raison sur vous. Chacun de nous bon, donc c'est pourquoi nous développons le partenariat public-privé. J'ai oublié de répondre à une question. Sotelgui. Sotelgui, tout le monde sait comment les entreprises publiques fonctionnent. Là, une société de GSM emploie 10, la société emploie 100. Et la société ne marche pas. Nous avons décidé de faire un partenariat public-privé en ce qui concerne Sotelgui. Mais avant ça, nous avons eu un prêt de 50 millions de dollars de la Chine pour équiper Sotelgui. Donc, parce que Sotelgui a des structures qu'il faut renforcer. Actuellement, nous avons 2 offres de partenaires privés en ce qui concerne Sotelgui. D'abord, pour le droit d'entrée, ensuite la participation au capital. Nous sommes en train donc d'analyser les deux propositions pour choisir celle qui est la plus rentable et la plus utile au gouvernement guinéen. Donc Sotelgui va être réformé et renforcé, puisque son matériel va être renforcé, puisque avec 50 millions de dollars sur le prêt chinois, nous pouvons entièrement rénover Sotelgui. Donc, mais on trouvera un partenaire privé pour que, même si l'État est partenaire, il faut que la gestion soit privée, mais elle restera soit partenaire, ça sera donc une société mixte. Ça, c'est en ce qui concerne Sotelgui. Ma deuxième question, Monsieur le Président, vous avez dû répondre, mais concrètement, qu'est-ce que cela vous fait en tant que président de la République que le nom de votre fils soit cité le plus souvent dans les affaires qui souvent sont caractérisées de corruption? Je vous remercie. Vous savez,
Qui d'entre vous ici connaît le visage de mon fils parmi les journalistes? Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Comme on n'arrive pas à m'atteindre, puisque par exemple, de communistes qui n'aiment pas l'argent, il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Moi, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais dès que je suis devenu président, vous n'avez pas de mémoire. J'ai dit dans Jeune Afrique que si ma femme se trompe pour m'apporter un dossier, je divorce. Parce que moi, je connais l'Afrique. Les chefs d'État échouent pour 3 raisons. L'argent, les femmes, la famille. Aucun membre de ma famille n'est dans une affaire. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Pourvu que moi, je sache qu'aucun membre de ma famille, allez voir un membre de la famille, venez dire telle chose au président. Et parfois même, non, les femmes racontent des histoires en ville, parce qu'on ne me connaît pas une maîtresse, je ne connais pas si c'est moi. Moi, je n'ai pas cette habitude-là. Parce que je veux réussir. Pour ça, il ne faut pas que l'argent ait l'influence sur moi. Il ne faut pas qu'une mère ait l'influence sur moi. Il ne faut pas que ma femme ait l'influence sur moi. Et j'agis dans ce sens-là. Maintenant, les gens n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que les gens dont on met en cause les intérêts, parce que ces intérêts ne sont pas dans l'intérêt de la Guinée, c'est qui payent les journalistes surtout. Dès que je suis venu en 2011, il y a eu un attentat contre moi, parce que j'ai remis en cause la mine. Est-ce que ça m'a empêché de continuer? Aujourd'hui, nous continuons, nous allons encore récupérer d'autres permis. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai été opposant ici, j'ai gagné les élections. Demandez à un homme d'affaires étranger ou français, étranger ou guinéen s'il m'a financé. Personne. On parle du port. Le président Conté avait suspendu le contrat de châtiment, bien avant moi. Quand Dadis est venu, Dadis a renouvelé la suspension. Le président Blaise a envoyé Djangiré pour demander à Dadis de remettre. J'étais avocat, j'ai dit au président Blaise, tu es mon ami, mais je défends les intérêts de la Guinée. Si je deviens président, je vais annuler le contrat de châtiment. Bien avant que je sois président. Parce que c'était un contrat qui était contraire. Quand il y a eu l'appel d'offres, sur 3 conditions, Jetman ne remplissait qu'une condition. Bolé remplissait 3 et Max remplissait 3. Donc, Jetman devait même être éliminé de l'appel d'offres. Comment il n'a pu participer à l'appel d'offres et en plus gagner? Parce qu'il a dissipé de l'argent. Et j'ai demandé au cadre, acceptez de témoigner, je ne vous arrête pas. Il y en a qui ont témoigné, d'autres qui ont refusé de témoigner. Bon, il y a une combine. On a perdu au premier, mais on a gagné en appel. Donc je dis, la justice nous a donné raison. Regardez comment était le port de Conakry, regardez comment il est maintenant. Honnêtement, moi je me suis battu pendant des années, pendant 40 ans. Je n'ai pas accepté le gouvernement. Je n'ai pas accepté qu'un membre de mon parti aille au gouvernement. Honnêtement, tant que je mène la politique que mon peuple veut et que une personne ne me dira qu'il m'a donné de l'argent. Puisqu'on ne peut pas m'attaquer en tant que mon fils. La 3/4 d'entre vous ici ne connaissent pas mon fils. Mais ils sont libres d'attaquer s'ils veulent, ce n'est pas mon